Qui sont les Étrusques? D'où ils vinrent sur la péninsule italienne et où ils disparurent? Nous traiterons de ces questions dans notre film suivant. Les Étrusques, ce sont les Russes. Il y a un autre point important concernant le début du calcul d'année sur lequel se base la fameuse histoire de Tite-Live. C'est l'année de la fondation de la ville de Rome. Mais dans la chronologie de Rome, il y a tellement de contradictions qu'il est difficile de trouver non seulement l'année de la fondation, mais même le siècle. Selon la version admise aujourd'hui, la ville de Rome a été fondée au 8e siècle avant notre ère par les frères jumeaux Romulus et Rémus, qui ont été nourris par le lait d'une louve du Capitole, le symbole de cette ville. Mais il existe une autre version selon laquelle Rome a été fondée par Énée et Ulysse, qui ont donné à cette ville le nom d'une habitante de Troie, Roma. D'ailleurs, c'est de cette manière que ce nom s'écrit en latin, Roma. En admettant cela, Rome a été fondée après la guerre de Troie, à laquelle ont participé Énée et Ulysse, c'est-à-dire au XIIIe siècle avant notre ère, et pas au 8e. Il existe beaucoup de choses dont les historiens n'aiment pas parler, car elles contredisent clairement l'histoire et la chronologie. Regardons par exemple un sujet très répandu dans la peinture médiévale, le Golgotha et la Passion du Christ. Comment les peintres dessinaient ces sujets? Il apparaît qu'ils étaient convaincus que la Palestine était verdoyante et que Jérusalem était située au bord d'un grand fleuve ou d'un détroit. Voici la cathédrale du Saint-Laurent à Nuremberg. Sur une des toiles, on voit la descente du Sauveur de la croix. Regardez, on peut bien voir un large fleuve bleu et des collines. Et ceci est la cathédrale à Aix-la-Chapelle. Sur ce tableau, on peut également voir des grands arbres en longues branches et un détroit ou un grand fleuve. Mais à Jérusalem, on ne trouve rien de semblable. Sur cette toile-là, on peut remarquer un autre détail curieux. À côté de la croix, on voit un personnage en chapka en fourrure. Sur une des gravures de Dürer, représentant le chemin de croix de Jésus, on peut apercevoir un personnage qui est habillé de manière semblable. Cet homme porte aussi une chapka et un manteau chaud en plus, dans le musée du Palais Royal à Uppsala. La toile représentant le chemin de croix du Christ est quelque peu inhabituelle. Comme vous pouvez le voir, les cavaliers portent des turbans et les extrémités des hampes sont couronnées de croissants. Les guerriers portent des boucliers au dos. Sur un de ces boucliers, on voit des croissants. Sur un autre, la croix qui est orthodoxe. Sur les peintures médiévales, on peut souvent voir une autre particularité assez intéressante. Les peintres ont souvent représenté les personnages de l'Ancien Testament et de l'Antiquité comme leurs contemporains. Voici une gravure de chronique florentine du XVe siècle. Ici, Josué de la Bible, qui a vécu bien avant la naissance du Christ, est représenté comme un chevalier médiéval typique. Au sommet des tours de l'ancien Jéricho que Josué a attaqué, on voit des croix chrétiennes. Ici, sur l'icône de l'Annonciation, la Vierge Marie est représentée dans un entourage typiquement médiéval, avec des livres qui à son époque n'existaient pas encore. Ceci est la Bible du musée de Gutenberg à Mayence. Comme vous pouvez le voir, un illustrateur médiéval a armé les troupes de l'Ancien Testament de canons, tout à fait modernes pour son époque. Sur le tableau de Lucas Cranach, Jugement de Paris, le héros qui aurait vécu au XIIIe siècle avant notre ère est représenté en armure médiévale. Il y a maints exemples semblables. La majorité des historiens russes et occidentaux sont persuadés que les Russes c'est une des ethnies les plus jeunes sur Terre et qu'à l'époque de César ou d'Alexandre le Grand, les Russes se baladaient encore dans des forêts vêtues de peaux de bêtes. Ici, nous avons envie de rappeler l'existence des Étrusques. On sait que les Étrusques ont habité sur le territoire de Rome actuelle avant qu'elle n'ait été fondée. Et ce sont eux qui ont coulé de bronze la statue de louve du Capitole, ce qui d'ailleurs témoigne de leur savoir dans le traitement des métaux. Il est tout de même étrange qu'après avoir laissé de nombreux textes gravés, de jolis objets, des statues, et même des villes bien fortifiées telles que Capoue, Florence, Bologne, les Étrusques ont sombré dans l'inconnu. En ce qui concerne les textes laissés, de nombreuses générations de scientifiques auraient travaillé là-dessus. Il est encore plus étonnant qu'au XIXe siècle, en Russie, on avait déjà appris à lire l'étrusque grâce à Tadeusz Voliński. Ce dernier a supposé que l'étrusque est proche de la langue slave. Il a même établi un alphabet étrusque. Il n'y a rien d'étonnant, car il est apparu qu'un tiers des lettres étrusques correspondent à des lettres cyrilliques. Si on utilise l'alphabet de Voliński, certaines des écritures illisibles deviennent claires pour les Russes, même sans traduction. Ça veut dire que l'étrusque pourrait bien être une forme de langue slave qui serait apparue et se serait répandue bien avant la fondation de Rome. On nous dit que la horde des nomades sauvages serait sortie des steppes sableuses et des déserts rocheux sur le territoire de Mongolie.
qu'elle aurait fait des milliers de kilomètres et atteint la Russie, qu'elle aurait conquis un État puissant, elle se serait répandue encore plus loin en conquérant certains pays de l'Europe de l'Ouest, qu'elle serait allée encore plus loin et aurait atteint l'Égypte, où elle aurait fondé la dynastie des Mamelouks. Après quoi, elle serait mystérieusement disparue en ayant laissé l'Empire mongol, cimenté on ne sait pas trop par qui ni comment. Après 300 ans de son règne, l'empire de Gengis Khan n'a laissé ni chronique ni document d'État en langue mongole. Peut-être a-t-on perdu tous les documents de cette époque? Non. Des chartes des grands souverains, des testaments spirituels, des documents d'église se sont conservés, mais uniquement en russe. Comment est-ce possible? Ils ont régné sans avoir rien laissé comme témoignage. Il se trouve que le scientifique russe Lev Gumilov a eu peut-être raison en disant que l'histoire du joug mongol a été inventée au XVIIIe siècle sous l'influence des idées sur les origines soi-disant d'esclaves des Russes. Les auteurs de cette idée, ce sont des étrangers, Müller et Schlosser, qui ont tout simplement répondu à une demande politique. Les historiens expliquent ce ton désobligeant par une maladie psychique d'Ivan le Terrible. Pourquoi alors les monarques européens reconnaissaient-ils son pédigré? Pouvait-il en effet être le descendant de l'empereur Auguste? Ils sont quand même séparés par 1500 ans, ou par moins d'années que ça. Theodor Mommsen. Un historien allemand du 19e siècle, Theodor Mommsen a été un des plus grands représentants du courant scientifique qui a été nommé l'hypercriticisme. Mommsen a écrit au sujet des contradictions flagrantes dans la chronologie romaine. C'est lui qui a attiré l'attention sur le fait que la datation de la fondation de Rome, selon les sources, différait de 500 ans. Cette hypothèse s'est basée sur des découvertes de doublons. Qu'est-ce que ça veut dire? Morozov a supposé que dans des textes historiques différents, les mêmes événements ont été datés différemment. Ça aurait pu arriver à cause d'adaptations, de traductions par des chroniqueurs différents. C'est pourquoi le même événement a été perçu comme plusieurs événements différents sans rapport entre eux. Ces événements ont été placés sur une échelle temporelle indépendamment les uns des autres, ce qui a conduit à l'apparition dans la chronologie de doublons ou de réflexions fantômes des périodes historiques réelles. Dans des chroniques d'époques différentes figurent des dynasties et des rois avec des biographies drôlement ressemblantes. Par exemple, Auguste Octavien et Constantin Ier. Tous les deux étaient d'origine modeste et des guerriers vaillants, remarqués pour leur intelligence et leur courage par les empereurs précédents, respectivement par César et par Dioclétien. Tous les deux avaient des co-dirigeants à cause de qui ont été initiées des guerres, dans lesquelles tous les deux ont été vainqueurs et sont devenus des souverains. On y trouve encore beaucoup de coïncidences, y compris la mort. Tous les deux sont subitement tombés malades et sont morts en route. On peut effectuer des parallèles semblables chez d'autres pères d'empereurs Traditionnels, dont les auteurs principaux étaient Joseph Scaliger et Denis Petavius, les historiens ont inventé nombre d'empires qui auraient existé à des époques différentes chez des peuples différents. Néanmoins, de nombreuses recherches démontrent qu'en réalité, depuis toute l'histoire de l'humanité, n'a existé qu'un seul empire mondial, celui de la Horde russe.